Vous écoutez Y a rien, c'est à chaud. Bonjour à tous les amis de YRCG, bienvenue dans un nouveau podcast. Et oui, on l'a dit lors de la dernière vidéo, la Coupe du Monde a enfin commencé aujourd'hui. On va rentrer en profondeur avec peut-être votre équipe de cœur, entre guillemets, avec l'équipe de France. Pas mal de questions qu'on peut se poser. On a regardé les matchs amicaux tous ensemble. C'est de grosses questions qu'on peut se poser. Pour en parler avec moi les amis, bon, Jérémy, est-ce qu'on te présente encore ? Toujours là, comment tu vas? Toujours présent, Renaud en fait, c'est ça? Ouais, toujours là. Tu mets en avant la musique française. Exactement. Dédicace. Et un petit nouveau, ceux qui nous suivaient avant nous nous connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Dorian, comment ça va Dorian? Ça va très bien et toi? Première émission, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on a fait une émission. Tu vas reprendre les bases là? Ouais, c'est ça, faut reprendre. Faut reprendre un se peu. remettre dedans. Vous allez sûrement le voir pendant cette Coupe du Monde, on parlera équipe de France, on a deux, en vrai de vrais supporters de la France, non? Oui. Parce que bon, toi tu supportes un club français, on le sait, toi tu supportes un club étranger, c'est-à-dire le FC Barcelone. Mais par contre, quand il s'agit de la nation, t'es pour l'équipe de France, c'est ton favori. Oui, je suis quand même pour l'équipe de France, je les suis depuis tout petit, donc je suis pour eux. Bon, il y a la liste, il y a le groupe, ça y est, on a tout pour analyser ce parcours de l'équipe de France. Mais si on enlève un peu tous ces points de statistiques, cette analyse, c'est quoi vos attendus en tant que personne lambda? C'est-à-dire que maintenant, avec le standing qu'a l'équipe de France, pour vous, c'est quoi vos attendus pour une Coupe du Monde? Tiens, Jérémy. Moi, j'attends encore une finale. C'est-à-dire qu'on en a une en 2018, on a connu une encore. Ouais, c'est ça. C'est que quand je vois les adversaires à côté, je vois qu'un gros adversaire, vraiment un gros monstre à côté. Mais sinon, si l'équipe de France ne l'affronte pas en demi encore ou en huitième, je les vois les affronter en finale. C'est l'Espagne. Mais je vois pas d'autres équipes vraiment sur le papier qui rivalisent avec l'équipe de France. Donc moi, je vois encore une finale. Encore une finale. Dorian, c'est ton cas ou pas? Ouais, pour moi, pareil, ils doivent viser la finale, ils doivent viser le titre, forcément. Ce serait un exploit de réaliser 3 finales de suite en Coupe du Monde. Il me semble qu'il n'y a que le Brésil et l'Allemagne qui l'ont fait. Mais belle info. ça serait un bel exploit à aller chercher. Et je pense qu'ils ont tout à fait les moyens. Au vu du groupe, on a parmi les meilleurs joueurs du monde à quasiment chaque poste. Donc tu dois viser le plus loin possible. Ouais, ça c'est sûr. C'est vrai que tu commences par la fin là, du coup. mais en soi, non, oui, c'est vrai que en vrai de vrai, depuis 98, j'ai envie de vous dire, l'équipe de France se doit d'aller loin. En plus, on a un beau vivier et on parlera de cette liste. Tiens, on va y aller tout simplement avec cette liste. Bon, 24 joueurs, ça a pu faire débat. Le choix des joueurs, il y a des joueurs qu'on aurait aimé voir qu'on ne voit pas, des joueurs qu'on aurait peut-être pas aimé voir dans cette liste et qu'on voit. Tiens, Dorian, toi, t'en penses quoi de cette liste pour l'instant? Moi, je trouve la liste, elle est globalement assez complète. Je pense que Deschamps a fait en fonction aussi des performances des joueurs. On peut noter quelques absents. Peut-être on y reviendra après, ouais. les absents. Par rapport à des performances assez décevantes sur les dernières saisons. Mais moi, je trouve que cette liste, globalement, elle est correcte. Et je trouve pas qu'il y ait vraiment de gros points noirs dans la liste. C'est vrai? Et toi, Jérémy? Non, il a raison, je la trouve totalement cohérente. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de grand absent ou d'injustice un peu pour quelqu'un. Je trouve que l'équipe est... Ah bon? Non, je la trouve bien construite. Malheureusement pour un joueur, mais, je trouve que quand tu regardes la saison de tous les joueurs, ils méritent d'être là. Et je trouve pas ça scandaleux qu'ils aient tous leur place et pas d'autres. Genre Jules Koundé, Jules Koundé il mérite, mais genre des Lacroix, des N'Golo Kanté, des trucs comme ça pour vous ça mérite? Ouais, oui. Quand je vois la saison de Lacroix et ce qu'il a prouvé avec l'équipe de France et ce qu'il nous prouve encore là sur ces derniers matchs amicaux, je trouve qu'il a amplement sa place, même si peut-être que le grand public n'a pas vu Crystal Palace. Il a quand même un titre, ils ont quand même un titre européen cette année, donc c'est quand même pas rien. Ah non, moi je vous pose la question. Je remets pas en cause. Non, mais je parle de la. Je remets pas en cause eux en tout cas. Il y a pas beaucoup de choix à côté. Après c'est quoi? Des Lucas Digne, des Théo Hernandez. On a connu quoi? Il y avait Badé, il y a qui on a parlé, ça se parlait de Lukeba, de Yoro, mais c'est pas assez solide et je trouve que Lacroix, ça a le plus d'expérience et ça a le plus de connaissances du haut niveau. Qui parle de Simakan. Enfin, dans les absents, tu vois, on en parlera peut-être après, mais tu vois, il y a des joueurs qu'on pourrait mettre. Après, de toute façon, c'est des joueurs qui sont pas voués à être titulaires dans tous les cas. Donc, c'est pour la rotation. Tu sais que c'est des joueurs qui vont peut-être jouer 1 ou 2 matchs grand maximum dans cette Coupe du Monde.
En soi, Lacroix pour moi, parce qu'on est dessus, mais fait exactement le taf qu'on lui demandera, je pense. Du coup, c'est quoi les forces et faiblesses de cette... On va commencer par les forces, tiens, on va commencer par le positif. C'est quoi les forces? Sur le papier, l'attaque, je trouve, on a parmi les meilleurs attaquants du monde. T'as Olysée qui est en 27 buts, 27 passes D, il me semble, cette saison. Mbappé, il est à 46 buts. Toujours, forcément, c'est Mbappé. Dembélé, même si au niveau du temps de jeu, cette saison, c'était un peu... Même que tu commences par le Ballon d'Or en dernier, quand même. C'est vrai, mais bon, en vrai, quand on passe à l'équipe de France, on ne passe pas forcément à Dembélé dès le départ. Cette saison, Mais Dembélé, oui, qui fait quand même une saison, malgré son temps de jeu diminué, une saison extraordinaire. Cherki qui est excellent dans ce rôle de créateur avec Manchester City, même s'il n'a pas été titulaire tout au long de la saison. Mais non, on a parmi les meilleurs attaquants du monde. Il y a Désiré Doué, Barcola. Il y a Doué, pareil, Barcola sur le banc. Même Thuram au choix. Même Akliouche qui est derrière et qui fait quand même, c'est quand même un très bon joueur. Plutôt d'accord, Jérémy? Je pense que tout le monde est d'accord. J'aurais même rajouté le milieu de terrain. Je trouve que si tu regardes aussi les noms, pour moi, quand je regarde les noms. Faible, moi. Je trouve que le milieu de terrain, il est très intéressant. Quand j'ai vu encore une fois Tchouaméni et Rabiot, c'est solide. Warren Zaïre-Emery, c'est une grosse saison. N'Golo Kanté, c'est N'Golo Kanté. Manu Koné, c'est juste un 3 poumons. Moi, je trouve que le milieu, il est cohérent. Il est assez solide pour répondre au haut niveau. Et c'est un point, il a dit l'attaque, j'ai dit le milieu. Le point négatif, c'est la défense maintenant. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que le milieu est la partie la plus faible dans l'équipe de France. La défense, on a quand même, en charnière centrale, Konaté, Upamecano, et en plus, t'as Saliba. Ça fait partie quand même, je trouve, des meilleurs défenseurs centraux aujourd'hui en Europe. Sans oublier qu'au cage, il y a Maignan quand même. Ouais, c'est sûr. Top 5, après, sur les côtés, Koundé, on en parle, mais on peut trouver des fois qu'il est un peu faiblard défensivement. Non, mais Koundé a un apport plus défensif. Non, mais Koundé a un apport plus défensif. Si tu compares à Hernandez qui est beaucoup plus offensif, ça peut équilibrer. Et même derrière, il y a Gusto. Gusto qui sort. Moi, les derniers... 2 passes décisives, je crois, sur les 3 derniers matchs. Ouais, les derniers matchs en équipe de France, moi, je les trouvais très intéressants. Donc, à voir aussi. Peut-être ça va faire un turnover comme en 2022 où Pavard avait débuté et finalement, c'est Koundé qui l'a remplacé assez vite. Peut-être que là, Koundé va sortir assez vite. On va voir que ça va pas être assez solide et Gusto va le remplacer. Ouais. Justement, on a regardé ces matchs amicaux. Gusto est rentré en seconde période face à l'Irlande du Nord. Donc c'était plutôt intéressant. Mais toi, du coup, quand tu dis cette défense, elle est faible, c'est-à-dire dans quoi? En fait, ça va avec le niveau Deschamps. Avant, la défense était notre point fort. On reprochait à l'équipe de France de ne pas être très joli à voir, de ne pas proposer du jeu. Cette fois-ci, il a changé de stratégie. Entre guillemets, on propose du jeu. On joue à 4 attaquants, entre guillemets, et 2 milieux. Et donc, la défense, à chaque fois, on se fait piéger sur la même chose. C'est qu'on joue très très haut, et que ce soit face à l'Irlande du Nord, la Côte d'Ivoire, et même si ça a été différent face au Brésil et à la Colombie, on est trop ouvert sur les contre-attaques. Il y a tout le monde qui a une grosse occasion. Avant l'équipe de France, tu pouvais bloquer l'adversaire. Il n'y avait pas vraiment de grosses occasions. Tu étais serein. Là, maintenant, il y a une grosse occasion toutes les 10-15 minutes. Et ça se voit, à chaque fois, on prend un but, des buts bêtes, il y a des replis qui sont compliqués. Moi, Théo Hernandez, défensivement, ça ne me rassure pas du tout. Lucas Digne, c'est pas non plus une assurance. Koundé, on a pu avoir des doutes. Malo Gusto, pour moi, c'est plus offensif que défensif. Konaté, moi, sa saison ne me convainc pas. Il reste un défenseur de classe mondiale qui a rejoint le Real Madrid. Mais sa saison ne me convainc pas. Et sur les matchs amicaux, je ne les trouvais pas à l'aise. Je préférerais voir Lacroix, qui même dans ce nouveau jeu de l'équipe de France, où il y aura peut-être de longues courses à faire, où ça joue aussi le hors-jeu, on a pu voir qu'il est plus rapide dans le repli et dans son positionnement. Saliba ou Upamecano, c'est quand même une assurance. T'as oublié Lucas Hernandez aussi. Ouais, mais en fait, oui, mais c'est ce que je pense pas on l'a encore vu, même si je pense qu'il y avait aussi de la gestion de Deschamps, c'est que quand il a fallu sortir un joueur côté gauche, il a mis Lacroix, qui est d'abord droitier, et qui a aussi une bonne relance, mais il a préféré mettre Lacroix, peut-être pour lui donner aussi du temps de jeu, se préparer, mais dans ce nouveau jeu de l'équipe de France, cette défense est un peu trop ouverte et moins protégée. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que tout le monde aujourd'hui peut marquer, et on va en parler plus tard, quand on voit notre groupe, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je voulais venir sur un point. Du coup, on parle de ses forces et faiblesses. Tu parles de la défense. On va venir sur les absents. Il y a ce défenseur gauche qui aurait pu être rappelé, selon moi, et qui ne l'a pas été. Quand tu regardes Lucas Digne, qui n'est pas rassurant, et Hernandez, qui ne l'est pas non plus, est-ce que le cas Mathieu Hudol se pose?
spécialiste de Mathieu Idol. Moi, vous savez que c'était un joueur. C'est lui dont tu pensais. Non, mais c'est un joueur que je voulais absolument voir parce que ce soit offensivement ou défensivement, on peut même aller chercher dans les stats, même si pour moi, ça, c'est pas aussi l'important. C'est le meilleur latéral gauche de Ligue 1 cette saison. Que ce soit dans les duels offensifs, il continue, dans les duels défensifs, dans les duels aériens, ça a été le meilleur. J'avoue que ça peut être aussi une première expérience, il n'a pas connu le haut niveau. Mais Deschamps a déjà tenté ce genre de coup à l'époque avec des Sidibé. Donc pour moi, ça n'aurait pas été scandaleux. Et que, en fait, quand tu vois le côté gauche, c'est que des spécialistes offensivement. Lucas Digne, entre guillemets, il sait que centrer, je vais le dire avec des guillemets. Son poids fort, c'est le centre. Mais si tu dois défendre, c'est pas sur lui que je comptais. Aston Villa, même s'il gagne la Ligue Europa, je l'ai trouvé quand même en difficulté sur beaucoup de points. Théo Hernandez, on le sait aussi. Offensivement, c'est puissant, c'est rapide, c'est technique. Mais défensivement, il y a beaucoup de laxisme, il y a beaucoup de mésententes. On a pu le voir sur une action face à l'Irlande du Nord, où avec Rabiot, il s'aligne mal, il ne regarde pas derrière lui. Et finalement, c'est Rabiot qui doit le couvrir en latéral gauche, alors que ce n'est pas son poste. J'ai des réserves. Et on sait que Lucas Hernandez, depuis son départ en Arabie Saoudite, c'est plus le même joueur. Même Théo. Et même sa dernière saison au Milan AC, défensivement, les Milanais étaient vraiment. Mais Didier Deschamps est toujours dans ce truc de groupe aussi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que Deschamps n'allait pas sélectionner un joueur qui n'a jamais été pris en équipe de France. Et que Lucas Digne, c'est le seul joueur. Mais si on oublie ça, toi, t'es d'accord avec Jérémy sur le fait qu'il fallait prendre Mathieu Idol? Moi, pour le coup, j'aurais voulu le voir dans cette liste, tu vois. Pour le coup, j'ai pas assez suivi Lens pour te dire, mais si vous le dites, je pense que oui. De toute façon, Lens a fait une excellente saison, donc. Après, si le truc, c'est qu'il y a ce cas où l'équipe de France joue à 4 défenseurs et que Lens joue à 3 aussi. Oui. Et du coup, piston. Mais après, ce que je voulais dire aussi, c'est que Lucas Digne, c'est le seul dans le groupe, il me semble, à avoir joué de la Coupe du Monde 2014. Il fait toutes les Coupes du Monde avec. Non, pas la 2018. Il a pas fait pardon. 2022 non plus. 2022 non plus. Est-ce qu'il est là en 2014? T'es sûr? Attends. Oui, Oui, 2014, c'est sûr. Mais il rate les 2 Coupes du Monde. Il rate les 2 suivantes. Mais en tout cas, c'est le plus ancien, en tout cas. Attends, j'ai un doute sur ça. Parce que pour moi, j'avais le truc que Jean les fait tous. Non. Bah, il parlait et je vais regarder, mais. Je pense que comme tu as dit, c'est l'effet de groupe et il a aussi de l'expérience et que c'est un groupe très très jeune. C'est le plus ancien dans l'équipe. Enfin, il me semble que c'est le plus ancien dans l'équipe maintenant. L'un des plus anciens. Il y a Kanté aussi. Kanté, Rabiot. En fait, si on compte vraiment les anciens, c'est Kanté, Rabiot, Digne. Même Kanté, il est pris avant Kanté en équipe de France. Hein, Alors, il est là en 2014. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'il est là en... Pour moi, il n'est pas là en 2018. Hein. Il n'est pas là. Équipe de France. Ni en 2022. 2018, CDM. 2022 non plus. Non. Il y avait Lucas Hernandez et après, le deuxième défenseur gauche... Je sais pas. C'était Mendy. En 2018, Benjamin Mendy. En 2018. Et après, en 2022, du coup... 2022, c'est Lucas et Théo. Attends. Ouais, Lucas et Théo, ouais, c'est vrai. Pourquoi j'avais l'impression de dignité tout le temps là. Non, il a fait qu'une seule Coupe du Monde et il revient pour sa dernière. Ouais. Donc il a connu la première et la dernière de Deschamps. Ouais. C'est fou. C'est fou. Bon, 2014, il n'est pas là en 2022 non plus. Et, 2014, c'est mal passé. Dizazi était présent, donc... Axel Dizazi le méritait. C'est peut-être le porte-malheur. Hein. 2014, on s'arrête en quart. Les autres où il n'est pas là, on va en finale. Lucas, fais gaffe à toi. Bon, on parle défensivement. Est-ce que vous avez d'autres absents en tête? Moi, j'en ai un. Mais d'abord... un absent, mais pas vraiment le choix, c'est Kitike. Pour moi, il aurait fait vraiment du bien à cette équipe de France. Oui, c'est sûr. C'est un absent involontaire. C'est pour ça que Mateta a été pris, je pense. Oui, c'est pour ça que Mateta a été pris. Mais c'est vrai que Kitike, j'aurais vraiment bien aimé le voir à cette Coupe du Monde. Je pense qu'il aurait peut-être pris un 25 avec Mateta. Parce que Mateta, je trouve qu'il le prend pour le profil. Il l'aurait pris quand même? Pour le profil. Un profil atypique qui n'existe pas. Ouais. Qu'on n'a pas. Je pense qu'il aurait quand même. De profil, mais tu vois. Et que dans le groupe, c'est un mec qui est quand même gentil. La Giroud. Ouais, c'est ça, mais tu aurais pu le prendre en 26. C'est un mec qui s'entend bien avec tout le groupe. Il était là aussi avec. Au JO, c'est un mec quand même qui s'entend bien. Et donc, tu aurais peut-être pu le prendre en 25-26e. Mais ça aurait fait beaucoup d'attaquants. Mais je trouve que dans le profil. C'est 26 joueurs qu'on peut prendre dans la Coupe du Monde? Ouais. Et nous, on en a combien, nous? On en a. 24. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait pu en prendre plus, il n'en a pas pris. Ouais, mais après c'est ça aussi Deschamps. Il en avait parlé en 2022. Il voulait pas non plus avoir des mecs en trop sur le banc qui tirent la gueule et qui peuvent faire descendre le collectif. De toute façon, ce qui va compter, c'est les peut-être 15-16 joueurs. De toute façon. Oui, mais après, c'est aussi un truc, une histoire avec le mérite. T'as fait une bonne saison. J'aurais aimé voir certains joueurs. Moi, il y a un joueur que j'aurais peut-être préféré voir à la place de Mateta et qui a failli être chippé par une autre nation. Et il a dit, moi, c'est l'équipe de France, c'est Elie Junior Coupi. Belle saison avec Bournemouth, très prolifique,
Alors, pour une première saison en Première Ligue, il a su super bien s'adapter. Il y a vraiment toutes ses origines qui ressortent et qui ont essayé de le choper. Non, il a dit moi c'est l'équipe de France. Pourtant quand il a été interviewé par Téléfoot, il avait du Soumol derrière lui. Donc les gars, vraiment j'ai un peu le seum qu'il soit pas prêt avec le Portugal. Après c'est le théorème des champs. Mais moi je suis désolé, pour une saison en Première Ligue comme tu fais comme celle-ci, et bah pour moi tu mérites d'être appelé, tu vois. Je pense que c'est sur ça aussi que Udol le paye. On sait que Deschamps, la plupart des joueurs, il aime bien qu'ils jouent les Coupes d'Europe, qu'ils connaissent un peu les grands rendez-vous, et que Croupy, Bournemouth, c'est une saison juste de Première Ligue, très très bonne. Mais je pense que si Deschamps est encore là, vu que Bournemouth est en Ligue et en Coupe, il le prend l'année prochaine. Théo Hernandez, tu vois ce que je veux dire? Théo Hernandez, il joue pas les Coupes d'Europe non plus. Enfin, il joue en Coupe, il gagne la Coupe d'Asie avec Al Hilal. Donc, ouais, mais bon. je veux dire, mais ça, comme on a dit, ça joue sur le groupe, et il y a toujours ces trucs où il y a des bons joueurs qui auraient été là au début et même précédemment avec Deschamps, mais ils jouaient pas spécialement la Coupe d'Europe, et ça a joué contre eux. Parce qu'ils voulaient des gars qui connaissent les grands rendez-vous, ou peut-être slash la pression. Mais je pense qu'il aurait eu totalement sa place aussi. Pour moi, il avait sa place. C'est un profil, encore une fois, atypique par rapport à ceux qu'on a. Juste pour le but contre Manchester City, il avait sa place. Pour les supporters d'Arsenal, ouais. Mais je pense qu'à la fin, on a un rassemblement en septembre. Si ça se passe bien pour lui, qu'il n'est pas blessé, je pense qu'il sera appelé avec le nouveau sélectionneur. Et ça m'étonne qu'il n'y ait toujours pas un qui ait cité. Alors, on a parlé de Simakan. Est-ce que Simakan, pour vous, c'est un débat? Non. Ok. Par contre, Tolisso? Non. Ah bon? Tolisso, non. Enfin, pour moi, c'est un vrai débat. Parce que les gars, sincèrement, Tolisso est un des meilleurs milieux français aujourd'hui. Quand tu vois ce qu'il fait avec Lyon, avec le peu de joueurs, entre guillemets, de force. Alors, même si, bon, ils ont réussi à aller. Mais avec le peu de moyens qu'a Lyon, ce qu'ils ont réussi à mettre en place, et que ça soit Tolisso qui soit vraiment ce profil, sachant qu'en plus, il a tout pour plaire à Deschamps. Il est déjà champion du monde, il connaît les Coupes d'Europe, il joue à Lyon, il fait une très bonne saison, et c'est pas la première bonne saison qu'il fait. Ça fait 2 ans qu'avec Lyon, il arrive quand même à se montrer quand même de renouveau, un renouveau après le Bayern. Et pourtant, toujours pas de sélection pour Corentin Tolisso. En vrai, j'avoue que c'est. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il aurait pu être pris, mais je ne pense pas qu'il aurait eu un rôle de toute façon très important dans cette équipe de France. Parce que moi, je suis désolé, mais tu me demandes si entre Rabiot et Tolisso, je préfère prendre Tolisso. Non, parce qu'en fait, pour moi, le problème de Tolisso, en fait, c'est son profil. C'est que c'est plus le même Tolisso du Bayern. Aujourd'hui, quand il joue à Lyon, c'est plus un récupérateur, c'est plus un 6, c'est plus un 8, c'est peut-être un faux 10, même un faux 9. Et que dans cette équipe de France, en fait, on n'a pas besoin de lui. Dans cette équipe de France, maintenant, qui joue en 4-2-3-1, où il faut quand même des gars qui sont forts à la répétition des efforts, à la récupération du ballon, c'est plus lui du tout. À Lyon, il ne fait pas ça. Et quand je vois les autres à sa place, il n'est pas plus fort. Je préfère largement à Manu Koné. On voit encore les matchs de Rabiot. Rabiot, c'est aussi, même si ça a été compliqué avec le Milan, c'est aussi un impact physique, c'est un profil différent, et c'est un profil aussi qui peut jouer un peu partout. Et je trouve que ce Tolisso-là, aujourd'hui, c'est plus lui, malheureusement. Aujourd'hui, il est presque faux 10, faux 9. Après, c'est aussi Lyon. Il est dans une période difficile où il a dû prendre tous ses rôles. Mais quand je vois sa deuxième partie de saison, c'est plus difficile physiquement pour lui. C'est plus difficile les fins de match. C'est pas son fort. Et dans cette équipe de France-là, je ne lui vois pas de rôle. Il aurait pu. Il fait une grosse saison. Mais dans son rôle et dans ceux qu'il a proposé avec Lyon, je ne le voyais pas du tout en équipe de France. Très bien, très bien. Bon, on va passer à autre chose parce que je vois que vraiment on prend du temps sur cette liste et c'est normal. Est-ce que pour vous, et je veux juste un oui ou un non, vraiment on va pas débattre là-dessus je pense. Vas-y. Vraiment comme ça on reste là-dessus. Est-ce que c'est suffisant pour aller chercher quelque chose cette liste? Oui. Bon bah voilà, tout le monde est d'accord. C'est suffisant maintenant. Peut-être que le problème sera dans le choix des 11 et justement on y vient. Cette tactique qui peut faire débat, hein, on en a parlé, beaucoup de monde en a parlé pendant ces matchs amicaux. Là on y vient, on joue donc le premier match contre le Sénégal. Le Sénégal, ouais, merci. Le Sénégal, ouais. Donc ce soir normalement, on tourne pas du coup le mardi même, mais ce soir au moment où les gens verront la vidéo. Ce cas de la tactique avec une tactique qui est selon beaucoup de personnes adaptée à un joueur, peut-être Kylian Mbappé. Après il y a des joueurs qui jouent pas forcément au mieux, je pense à un Ousmane Dembélé qu'on n'a pas vu lors de ces matchs amicaux flamboyants non plus, Mbappé qu'on n'a pas vu flamboyant non plus, qui a beaucoup raté, un Olysée qui a su se démarquer, un Cherki qui lors de ses rentrées a su se démarquer aussi, et même un Désiré Doué qui a montré qu'il avait les qualités nécessaires pour être titulaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a Mbappé qui veut jouer numéro 9?
et que tu vois que Thuram, il le fait jouer à gauche justement pour éviter que Mbappé joue numéro 9. Donc tu mets en avant plus Kylian Mbappé. Que Cherki, du coup, tu le mets sur le banc. Alors que pour le moment, quand il est titulaire, ça fait extrêmement bien. Qu'un Désiré Doué, ça fait extrêmement bien. Qu'un Ousmane Dembélé, potentiellement, tu l'as toujours pas mis à son bon poste. Et pareil pour Olysée, qui, même si on joue à droite, entre guillemets, sur la tactique, il joue plus dans l'axe. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 11, du coup ? Pour moi, il faut leur en sacrifier en attaque. Hein. Et pour toi, c'est au vu de ce que Deschamps fait dernièrement, j'ai l'impression que c'est Cherki qui va pas avoir sa place de titulaire assurée, en tout cas. Pour moi, ça va être... Dans tous les cas, ça va tourner. Oui. Pour moi, ça va être... je sais pas, à gauche. À gauche, c'est Désiré Doué. Ça va être Doué. Dans l'axe Mbappé. Et à droite... Olysée. Et peut-être Dembélé, il faut voir où il le met aussi. Mais pour moi, en fait, le problème de l'attaque, en fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, sur le papier, l'équipe de France a la meilleure attaque. Mais le problème, c'est que en fait, on a trop de joueurs avec le même profil. C'est quasiment que des ailiers explosifs. Oui, et c'est là que j'aurais bien aimé voir Ekitike, parce que ça aurait été le seul vrai numéro 9. Qui jouait à gauche quand Mbappé oui, c'est vrai que... Oui, mais on le voyait, il repiquait beaucoup dans l'axe. Oui. Mais je trouve... je te rejoins. Je pense que c'est Cherki qui va perdre sa place. Mais je vois plus un problème avec Dembélé. J'avais vu, c'était Téléfoot qui a montré les stats. Je le vois même pas en concurrence avec Mbappé, je le vois en concurrence avec Olysée. On l'a vu face à l'Irlande du Nord, il était jamais dans l'axe, il était toujours à côté d'Olysée sur son côté droit. Mais c'est normal. Moi, à partir du moment où, je suis désolé, mais Mbappé est toujours dans les zones des autres. Donc au final, c'est ce truc où du coup, tout est déséquilibré. Mbappé ne joue jamais au final dans l'axe, il joue de temps en temps, mais il va souvent sur le côté gauche gêné, et c'est ça en fait qui me pose problème. Et tu regardes je crois que c'est sur le deuxième but d'Olysée, le mec a failli juste empêcher le but, et je ne comprends pas comment le deuxième but d'Olysée est validé. Il est juste devant le gardien parce qu'il est mal placé, à mes yeux, et c'est pour ça que pour moi, en vrai, la concurrence, ça se fait pas entre Dembélé et Olysée. Pour moi, Olysée doit être titulaire à 100%, Cherki à la limite, oui, à la limite. Pour moi, ça se base entre une concurrence entre Mbappé, Doué et Dembélé. À voir si Mbappé, tu le mets à gauche. Pour moi, Mbappé, tu le mets à gauche et tu mets Dembélé dans l'axe. C'est parfait. Et le problème, c'est que tu peux pas le mettre à gauche. Et pourquoi ? Il peut pas, on sait, Mbappé et Théo Hernandez sur le même côté, c'est te vendre défensivement. Oui, mais donc du coup, un joueur qui ne fait pas les efforts... Après, en 2022, ça a marché. C'est ça. Et moi, encore une fois, je peux pas me reposer sur Ousmane Dembélé d'un ballon d'or ou pas, parce que ça fait 8 ans qu'il est en équipe de France. En plus de 50 sélections, c'est que 7 buts. Et il l'a jamais prouvé en équipe de France. Le déclic, il est là maintenant. C'est que les 2 dernières années remettent tout en question pour moi. Ce qui fait sous Luis Enrique, et tu le sens... En fait, c'est que le problème avec cette équipe de France, même si ça peut marcher parce que c'est une nation, mais c'est qu'on se base trop sur les individualités. Et tu regardes là, entre guillemets, si tu mets Ousmane Dembélé, à la limite, tu fais un 4-4-2. Ouais, tu mets un 4-4-2 et tu mets 2 numéros 9 avec Dembélé et Mbappé. Et là, à la limite, alors certes, par contre, Doué et Olysée sur les côtés vont devoir cavaler pour revenir défendre. Ousmane Dembélé sera ce numéro 9 qui tournera autour de Mbappé, et Mbappé pourra prendre la profondeur, un peu comme ce qu'il faisait avec Monaco, avec un Falcao qui tournait autour de Mbappé, et ça a marché très bien. Le seul problème, c'est que Mbappé ne marche plus comme avant, ne fait plus ce qu'il faisait comme avant, et ne se base pas que sur ses qualités. Quand tu regardes Mbappé, maintenant il demande que les ballons dans les pieds, il essaie de l'avoir derrière et faire 2-3 différences, et il fait que tirer. Il ne joue pas collectif, et en plus de ça, je suis désolé, mais on l'a vu contre l'Irlande du Nord, il ne fait aucune différence. Mais après, le problème, ça, c'est un match amical. On le sait, l'équipe de France, d'habitude, les matchs amicaux avant les grandes compétitions, normalement, c'est jamais concluant. Mais puis en fait, tu vois, ces 2 dernières Coupes du Monde, t'es obligé de lui faire confiance, parce que ces 2 dernières Coupes du Monde, c'est lui qui te porte finalement. C'est lui qui t'emmène au bout, et c'est lui qui a 2 doigts. Le football a changé depuis. Oui, mais c'est lui quand même, en équipe de France, qui, sur les 2 dernières grosses compétitions que t'as pu jouer, c'est lui qui a été à 2 doigts de t'offrir le Saint Graal en 2022. Et donc, tu espères et tu es toujours sur des attentes, mais Deschamps va peut-être le tenter, ce que tu dis, ce 4-4-2 reste intéressant, et on sait que les 2 ailiers sont capables de faire les efforts. En 2022, même si Mbappé marque un triplé, sa finale n'est pas forcément la finale dont on pense, parce qu'à mes yeux, même s'il marque ce triplé, il fait quand même 1 heure de match où il est invisible. Bon, Ousmane Dembélé, on n'en parle même pas, il est sorti en première mi-temps. Oui, mais c'est lui qui l'aimait, et c'est personne d'autre. Oui, d'accord, c'est lui qui l'aimait, mais tu as besoin d'avoir un 11 qui, entre guillemets, marche tous pour lui. Et pourtant, au final, on va quand même pas la chercher, parce qu'en face,
et bah t'as un collectif qui le fait mieux que nous avec un Lionel Messi, tu vois, et un Lionel Messi qui est plus dévastateur qu'un Mbappé. Bon, mais tu vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de talents par rapport à 2022 qui ont pris de l'assurance et qui se sont développés. Quand je vois ce que fait un Olysée qui n'a que 17 sélections, j'ai vu très peu de joueurs avec si peu de sélections prendre autant de responsabilités, comme on a vu Désiré Doué face à l'Irlande du Nord, prendre le jeu accéléré. C'est plus prolifique qu'un Mbappé alors, Olysée. C'est pas prolifique, c'est pas plus prolifique. Attends, contre l'Irlande du Nord, mon gars, Mbappé joue 85 minutes, je ne comprends pas comment il fait le match complet, Mbappé. Mbappé rate tout, Mbappé pose des problèmes collectivement à l'équipe, est toujours dans les mauvaises zones, et pourtant, il est toujours présent. Mais Deschamps ne le sortira jamais. Oui, mais c'est ça le problème. C'est le problème. Mais même capitaine ou pas. Mais c'est même pas Deschamps, tu peux pas le sortir. C'est le genre de joueur que tu sors pas. Donc du coup, peut-être qu'on se tire une balle dans le pied avec Mbappé. Pas forcément, tu peux t'adapter comme dans tout. Et c'est peut-être Dembélé qui va en... C'est bien là où j'en ai. On adapte toujours la tactique à Kylian Mbappé. Et donc du coup, quels sont vos attendus pour Mbappé, pour vous ? Bah, en fait, pour moi, tant qu'il marque ses buts, et qu'il fait comme, entre guillemets, comme en 2022, bah, pour moi, ça me va. On lui demande... En fait, on sait qu'il va pas faire les efforts défensifs, de toute façon. On sait qu'il ne va pas revenir, parce que c'est même pas qu'il ne va pas revenir parce qu'il n'a pas envie, c'est qu'il n'a pas les capacités. On l'a bien vu. Il a les capacités. Non, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un mini polémique, on va dire. L'équipe de France a fait des tests la voilà. Je vois de quoi tu parles. Et indirectement, il y a des joueurs qui ont dit que Mbappé était pourri. Il n'a pas de VMA. Pires, en fait. Du coup, bah, forcément, si tu lui demandes de faire les efforts, déjà il va pas le faire, mais si tu lui demandes de faire les efforts défensifs, il n'aura jamais le cardio pour tenir. Ouais, en fait, c'est ça les dragsters. Souvent, il se maintient pour pouvoir repartir devant en attaque, mais c'est ça, au détriment de la défense. En fait, pour moi, le problème là que j'ai avec Mbappé, c'est que, ok, il est passé capitaine, etc. Le problème, c'est qu'il est dans la pire période de sa carrière, je trouve. Et pourtant, il est quand même PSG. Mais pourtant, il est quand même meilleur buteur. Oui, c'est ça, mais ça reste un joueur en norme. Donc, je lui demande juste d'être efficace devant les buts avec l'équipe de France. Et derrière, de toute façon, je pense que l'équipe peut s'adapter à ça. Mais il faut que lui termine ses actions. Et puis, il a toujours répondu en équipe de France dans les grands matchs. Pas en Coupe du Monde. Oui, parce en Coupe du Monde. Les Euros, c'était très compliqué. Hein. On a un souci avec les Euros. Mais quand on parle de Coupe du Monde, mais les Coupes du Monde, il a un truc qui l'anime et ça passe à autre chose. Bon, dans tous les cas, on verra ça lors des matchs de groupe. Et tiens, on va en parler de ce groupe. Le groupe composé donc, de l'équipe de France, du Sénégal et de l'Irak. Et surtout... et pour moi, une équipe qui va collectivement nous faire du mal, c'est l'équipe de la Norvège. Un groupe quand même assez relevé. C'est le groupe de la mort, faut être honnête. Ah ouais. Ouais, c'est le groupe. Quand tu regardes les autres, pour moi, c'est le groupe de la mort. Ok, d'accord. C'est un sacré groupe. Sacré groupe. Maintenant, tu as quand même ce truc de meilleur troisième. Il y en a quand même 8 sur 12. Ouais, mais le problème, c'est que si tu finis troisième ou deuxième, après, c'est les 16e. Déjà, tu as un match en plus cette année. Non, oui, mais d'accord, mais pour tout le monde. Mais tu tapes un gros. Pour tout le monde. Tu tapes un premier. Tu peux taper potentiellement un très gros. Mais quand t'es l'équipe de France. Oui, mais même quand entre guillemets, tu dois battre tout le monde, mais tu préfères quand même attendre un peu plus, peut-être de l'affronter en quart, en demi, ou t'es ça. Moi, justement, attends, juste pour revenir, j'ai un problème avec ça aussi, c'est qu'on n'a pas eu vraiment de gros tests en équipe de France, je trouve. Parce que bon, le Brésil, c'est pas le Brésil le plus flamboyant des dernières années. Et les équipes qu'on a affrontées, c'est pas des équipes. Oui, mais justement, la phase de poule, est-ce que ça sera pas le. C'est le grand bain. De toute façon, on sera fixé dès le début, je pense. Quand on regarde même les autres, je regarde l'Espagne. L'Espagne, ça a affronté le Pérou et tout. Les matchs amicaux. Ils mettent des gros scores quand même, l'Espagne. Ils mettent 3-1 comme nous face à l'Irlande du Nord. Je pense que si c'est les matchs amicaux, tu vas pas chercher tout de suite une grosse adversité, surtout pour pas, imaginons, perdre, te mettre un coup sur la confiance. Tu vas chercher. Entre guillemets, à chaque fois, c'est des équipes qui étaient à ça de se qualifier en Coupe du Monde, donc on a quand même un petit niveau. Mais non, ce groupe, moi j'ai plus peur du Sénégal. Du Sénégal que le Sénégal, par rapport à l'équipe de France que j'ai vue sur des derniers matchs, je trouve que les armes du Sénégal sont plus adaptées pour nous faire du mal. Que ce soit avec Jackson, Iliman Ndiaye, Mané, même Mbaye. Je trouve que ça peut plus nous faire mal dans ce truc aussi de contre-attaque, même de garder le ballon, que la Norvège. Donc toi tu mets le Sénégal. Moi, je mets la Norvège. Mais on l'a mis en outsider dans l'émission qu'on avait fait ensemble. Je l'avais mis en outsider parce que je trouve que. Même si le Sénégal est énorme. Hein. Mais le Sénégal fait aussi partie de mes outsiders. Moi, je trouve que la Norvège qui va nous montrer que collectivement, peut-être que l'équipe de France a un problème. Qui a fait un beau match face à l'Espagne. Ils ont fait match nul. Après, c'était aussi remanié aussi, il faut le savoir. Moi, tu vois, si on doit parler de petits poussets qui va nous impressionner, je pense que la Norvège, ça peut être. C'est vrai que la Norvège, c'est la première de Haaland là. Moi, je pense que potentiellement la Norvège va finir deuxième et que le Sénégal passera en 16e via les meilleurs troisièmes, tu vois. En fait, ce groupe, j'arrive pas à le lire. Premier, quand même.
Je pense qu'on finira premier. J'arrive pas à le lire, hein. Je suis pas sûr. Hein. Mais je pense qu'on finira premier à égalité avec la Norvège. C'est totalement possible. Il y a un monde, hein. Je pense que la Norvège va chercher un match nul contre nous. Et il y a un monde, hein. Parce que, en fait, moi, quand je regarde, à la limite, le Norvège-Sénégal va être très intéressant pour moi à regarder. Mais quand tu regardes, entre guillemets, je vais vous poser la question de quand faire tourner. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que contre l'Irak, qui est le match entre la Norvège et le Sénégal, donc on commence par le Sénégal, après on fait l'Irak, après on fait la Norvège. Tout dépend. Ah, ça dépend aussi de ton résultat contre le Sénégal. En fait, c'est ça. Mais que si on est logique. Si on est dans la logique, oui. Si t'es logique, tu gagnes 3 points contre le Sénégal, c'est ton premier match. Même si c'est un match qui va être le plus compliqué parce que tu commences, c'est toujours bourbier, et bah t'es obligé de tout de suite commencer. En fait, soit t'inverses, ça dépend. Tu joues vraiment à fond parce que c'est risqué de vraiment faire un turnover sur 2 matchs. Tu mets ton équipe type sur Sénégal-Irak. Imaginons que tu gagnes les 2. Tu fais tourner face à la Norvège. Et du coup, tu prends le risque que la Norvège puisse te passer devant. Ça, en fait, c'est ça. En fait, c'est tout. Tout va être déterminé. En fait. Mais je préfère assurer. À mes yeux, l'équipe bis de l'équipe de France, c'est-à-dire que si tu fais tourner contre l'Irak, est censé aller chercher des points contre l'Irak. Mais toi, c'est ce truc bourbier. Hein. C'est ça, en fait, c'est bourbier de mettre ton équipe bis qui n'aura pas joué le premier match, qui sera peut-être pas dans la dynamique. Alors que tu es là, tu peux assurer. Imaginons, tu as les 6 points. Derrière, tu fais un petit turnover face à la Norvège. Et tu as quand même, encore une fois, on a dit sur le banc des joueurs très intéressants. C'est pas scandaleux. Et encore une fois, si tu gagnes tes 2 premiers, t'es sûr déjà d'être qualifié. 6 points, il me semble, t'es déjà qualifié. Oui, c'est sûr. Si t'as les 6, évidemment. Mais en fait, ce premier match déterminera tout. Mais du coup, votre pronostic, là, par rapport à ce groupe, qui va finir premier, qui va finir deuxième, qui va finir troisième? Je pense la France premier. Avec combien de points? 7. 7, c'est-à-dire... 2 victoires, 1 nul. Nul contre qui? La Norvège, le Sénégal, l'Irak. En fait, l'Irak, ne sous-estimez pas l'Irak. Hein. J'ai peur du match piège contre le Sénégal au départ. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on les a affrontés en Coupe du Monde, moi je pense que c'était 2002. Quand tu regardes, je crois que c'est la dernière Coupe du Monde, on perd un match, je crois, contre je sais plus qui. On gagne contre l'Australie. Contre l'Australie, c'est pas contre la Tunisie. Premier match. C'est très très loin pour moi, je veux pas vous mentir. Ah oui, je crois qu'on perd contre la Tunisie, oui. Moi, je crois que je te vois comme 1-0. 7 points. Oui, c'est ça, on perd contre la Tunisie, je crois. Si je me trompe pas, je crois qu'on perd contre la Tunisie. On perd 1-0, ouais. On perd 1-0 contre la Tunisie, tu vois. Donc, bon, après, ça peut être contre la Norvège. Et c'était un fameux turnover pour face à la Tunisie. Donc, potentiellement, ouais. Donc, du coup, équipe de France premier. Ouais, deuxième, la Norvège, je pense. Et troisième Sénégal. Et dernier l'Irak. Et toi pareil ou pas du tout? Je peux voir je vois la France deuxième du groupe avec la Norvège première à cause de la différence de but. Et donc ça se joue les 2 équipes à 6 points. Et le Sénégal troisième et l'Irak avec tout le respect quatrième, même s'ils peuvent nous surprendre. Mais quand tu compares tous les effectifs et le leur, ça va être difficile pour eux. C'est vrai que t'as les champions d'Afrique sur le terrain, dans ton groupe. T'as champion d'Afrique, la finaliste. Norvège qui a été dévastateur lors de phase qualifiée. Meilleure équipe. Tous les matchs de Bodo Glimt nous ont montré qu'il y avait quand même des meilleur buteur de qualification à Erling Haaland. C'est l'équipe qui a le plus marqué, de toute façon. C'est la Norvège en phase qualificative. Donc, Bon, on a parlé de ce groupe. Je vais vous poser une dernière question par rapport à cette Coupe du Monde. On sait que c'est la dernière de Didier Deschamps. Est-ce que, selon vous, ça peut avoir un petit truc en plus? Il y a une petite motivation pour les joueurs qui pourraient rendre à leur coach quelque chose, parce que c'est un coach qui a beaucoup donné, je pense, à ses joueurs, même si bon, ça a pu frustrer certains, qu'on pense à Antoine Griezmann, je pense aussi. Mais est-ce que selon vous, ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut changer la donne? Moi, je pense pas que ça... C'est pas une donnée importante? Non, je pense pas que ça joue énormément, parce que en fait, quand on regarde le groupe actuel, la plupart n'ont pas été là en 2018. Il y en a pas énormément qui étaient là en 2022, il me semble, non plus. Donc c'est des je crois qu'il y en avait que 4 ou 5. Jacques Maignan, Samba, je crois, est là en 2022. Il y en a que 5, je crois, qui étaient là en 2022. Hernandez était là, Konaté était là, Koundé était sûrement là, Saliba, je sais pas, Upamecano c'est sûr, Kanté oui, Koné oui. Koné était Manu Koné, non, il y est pas. Pas en 2022. Non. Et Kanté non plus. Kanté n'était pas là en 2022. En 22, il est pas là? Non, on n'a pas Kanté en 22. Mais ce que je veux dire, tu regardes Olysée, Cherki, il y a plein de joueurs qui me viennent en tête comme ça. Olysée, c'est quelque chose en plus aussi. Mais bon, oui, ça, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que cette équipe a tout approuvé. Enfin, il y a plein de joueurs qui ont tout approuvé dans cette équipe de l'équipe de France. Donc pour moi, ça va pas jouer
pas jouer énormément parce qu'ils auront cette envie, je trouve, pour la plupart. Je suis pas d'accord avec toi, ou je pense que ça jouera, mais pas forcément pour les joueurs, mais pour lui. C'est-à-dire que Deschamps... Ah, tu penses qu'il aura une petite pression ? C'est même pas une pression, mais c'est que c'est la dernière. Et dès qu'on veut finir quelque chose, on veut bien le faire. C'est sûr que dès qu'il va être éliminé, il va le ressentir, quoi. Non, mais je veux dire, c'est que dans ses choix et tout, c'est différent. C'est qu'avant, il se positionnait, et peut-être que même nous, on savait pas encore s'il allait continuer. Ou soit, tu avais déjà une certitude. Donc quand tu avances et tu sais déjà ce qu'il y a derrière, c'est plus facile. Là, c'est la fin. On l'a vu très ému lors des 2 matchs avec l'équipe de France. C'est une autre pression qui est rajoutée sur lui, une pression qui n'était pas là avant. C'est-à-dire c'est la fin, quoi. C'est que on va se rappeler de moi, cette Coupe du Monde. Peut-être qu'on va oublier la 2022 à cause de ça. On va dire, si ça se passe mal pour l'équipe de France, on va dire, ouais, Deschamps, il finit mal. Deschamps, par la grande porte. En fait, c'est ça. C'est que même, je pense que lui, il a un objectif de dire, je dois m'en faire une demi. Et même une demi, je sais même pas si c'est satisfaisant pour lui. Bah justement, si on y venait, parce que bon, l'émission tourne, c'est quoi votre pronostic pour l'équipe de France, là ? Objectivement, avec tout ce qu'on a dit. Parce qu'on a été un peu, pas objectif au début avec nos attendus, maintenant objectivement avec tout ce qu'on a, c'est quoi votre objectif ? Enfin, c'est quoi le... Après, j'ai pas vu j'ai pas fait les pronos pour voir à peu près on tomber sur qui, mais je pense qu'on ira jusqu'en demi. Ok, Jérémy ? Objectivement, c'est la demi aussi. Moi, je pense qu'on peut sortir, genre éventuellement, je crois qu'on va forcément passer par l'Espagne. En quart, je sais pas quand on les affronte, mais ça sera quart ou demi pour moi. C'est là où... Pour moi, on les affronte en quart. Si t'as l'Espagne en quart et en demi. Du côté de l'Espagne. On est un. On est du côté de l'Espagne. Ouais. Et je pense que... tout dépend où tu finis en... Oui, après, en fait, en quart, je crois qu'on affronte soit les Espagnols, soit les Anglais. Je me rappelle plus c'est lesquels. Je préfère largement les Anglais. Je pense que les Anglais ou les Espagnols nous sortiront. Les Anglais, là, cet effectif bis oui. Voilà, c'est mon avis. Non, bah oui, non, mais je pense que c'est entre guillemets avec l'effectif et objectivement, cette équipe de France doit viser les quarts. Et même les quarts, je trouve pas ça acceptable, c'est minimum demi. Avec l'effectif. Quart demi, moi j'ai dit. Après, le terrain, c'est différent. Mais c'est objectif quart. À part, j'accepte vraiment de tomber que face à l'Espagne. Les autres équipes, j'accepte pas. L'Espagne, c'est vraiment l'ogre. Les autres. Le Portugal ? Pardon. Je rajoute aussi le Portugal. Mais non, à part le Portugal et l'Espagne, je vois pas d'autres ogres. Et perdre face aux autres. L'Argentine ? Allez, on va pas continuer ce débat, on le verra après. Allez, ok, 3 ogres et après vous pouvez pas en trouver d'autres, c'est fini. Les amis, ça fait plus d'une demi-heure que nous sommes ensemble à discuter de l'équipe de France. On analysera bien évidemment le reste quand on aura toutes les données avec les matchs de poule. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux justement pour suivre tout ça. On va essayer de vous balancer un maximum de TikTok analyse, surtout de l'équipe de France parce que en soi nous sommes en France, donc on va essayer de quand même analyser le parcours des Bleus. Je vais remercier mon plateau, merci Jérémy, merci Dorian pour ta première. On peut voir dans les prochaines émissions, en espérant te voir encore avec les maillots de l'équipe de France. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à repartager si ça vous fait plaisir. C'était YRCJ, des bisous, à la prochaine, ciao. Salut.